Docteur de Reddit, quel patient vous a fait dire « Comment diable êtes-vous encore en vie ?» Nous avons eu un gars avec une dissection aortique majeure une nuit. D'après l'échographie du chevet, il avait l'air d'avoir déjà saigné. Il avait des douleurs thoraciques, mais il était alerte et orienté, et nous avons été choqués qu'il soit encore en vie. Il n'aurait absolument pas dû être avec la quantité de sang que nous avons vue et la taille de la dissection. Nous avons appelé le chirurgien, qui a été très direct, et lui avons expliqué qu'il allait probablement mourir en chirurgie. C'était un jeune homme, comme la fin de la quarantaine, il était en voyage d'affaires et c'était complètement inattendu. Il essayait d'appeler sa femme, mais il était 2 heures du matin et elle ne répondait pas. Il voulait juste lui parler et lui dire au revoir. C'était en fait assez dévastateur à regarder. Pendant ce temps, il est si cohérent et alerte comme s'il ne saignait pas activement et ne mourait pas. La plupart des patients que nous aurions dans la même situation ne seraient pas conscients ou seraient déjà morts. Ils l'ont fait opérer avant qu'il ne puisse contacter sa femme, et le mec a survécu. Le souvenir de cette histoire m'a permis de traverser de nombreuses années difficiles aux urgences, car je pense que cela m'a juste rappelé que l'espoir et les bons résultats sont toujours là. Une femme d'une trentaine d'années était à la clinique pour un suivi d'une semaine après l'amputation du pied, diabète. Elle a été admise directement de la clinique car sa glycémie était de 600 mg par décilitre, la normale est de 80 à 120, et la plaie était gravement infectée. Nous avons utilisé des doses d'insuline super concentrées pour la ramener aux années de sang. Elle était soumise à des restrictions alimentaires strictes et nous ne pouvions pas comprendre comment elle ne tomberait pas en dessous de 250. Il s'avère que ses enfants, adolescents, avaient introduit des sodas géants de 64 onces et des barres chocolatées à l'hôpital, littéralement une semaine après que nous ayons haché son pied à cause d'un diabète incontrôlé. Pas exactement un cas de « Comment diable as-tu survécu à ce traumatisme, maladie, mais comment diable fonctionnes-tu même tout seul ?» Je travaille en traumatologie et une fois, un gars est tombé d'un toit, il a dit qu'il se souvenait avoir heurté les barreaux de l'échafaudage en descendant. Nous pensions à l'origine qu'il s'était fracturé le fémur, mais non, juste un petit hématome. Il était couché à côté d'un homme qui s'était cassé les côtes et avait une petite fracture de la colonne vertébrale en C lorsqu'il est tombé en avant en ramassant ses clés. J'étais en appel à domicile pour les urgences dans une petite ville, j'ai reçu un appel de l'infirmière des urgences un soir et elle m'a dit « EMS a amené quelqu'un ici et il pense qu'elle est peut-être morte ?» J'étais comme « Eh bien, c'est elle ?» Elle était comme « Je ne sais pas. » C'était une infirmière expérimentée, au fait, alors j'étais comme « Eh bien, je suppose que nous traitons c'est une situation de type code blue, donc sans plus d'informations, je saute dans ma voiture et me précipite à l'hôpital. Une fois sur place, j'ai compris pourquoi l'infirmière de triage était si confuse. Dans la baie de traumatologie, déposer ce qui semblait être des restes squelettés sous une couverture. La personne était chaude au toucher, alors j'ai ouvert les yeux, et un globe oculaire jaune, plissé et rétréci m'a regardé puis s'est soudainement déplacé. Potassium de 1, pour ceux qui connaissent les valeurs de laboratoire. La trame de fond était la négligence de soi, la dépression extrême combinée à la négligence du fournisseur de soins. Pesé à 67 livres à une hauteur d'environ 5 pieds 5 pouces. Nous l'avons en fait réanimé, très agressivement, et incroyablement, après environ 8 litres de liquide, elle a commencé à parler un mot ou deux à la fois et a reconnu sa fille. En tant qu'étudiant en médecine lors de mon stage d'urgence, j'ai fait venir un gars qui était tombé d'un balcon au 7e ou 8e étage et avait atterri sur sa tête. Essentiellement des OA et nous n'avons pas pu obtenir de tension artérielle quand il est arrivé à l'hôpital. En tant qu'étudiant, mon travail consistait essentiellement à se tenir sur le côté et à presser les bajillons de sacs de sang qui entraient dans ce mec. Sa colonne cervicale était essentiellement de la poussière lors de la tomodensitométrie initiale que nous avons eue. Je pensais qu'il n'aurait probablement pas réussi, mais environ 1 mois plus tard, je suis maintenant en service de soins intensifs et je vois ce type éveillé et conscient. Assez fou. Pendant la résidence, mon patient aux soins intensifs a dû se faire réouvrir la poitrine moins d'1 heure après une chirurgie PAC à cœur ouvert de 6 heures. Il avait besoin de 12 unités de sang, son cœur massé puis choqué 4 fois. Chirurgien cardiothoracique en réanimation opérant car pas le temps de redescendre en salle d'opération. Était un toxicomane et alcoolique. Les infirmières l'appelaient le « cafard ».
Je l'ai vérifié pendant 4 semaines. Il ne répondait pas tous les jours. À la semaine de 0, nous avons dû consulter ENT. Prendre des asticots. Hors de son nez. J'étais sûr qu'il était mort après ça. La semaine 3 est passée, pas de changement. Semaine 4, jour 24 je crois, à 6 heures du matin, il ouvre les yeux. J'étais choqué. Il a maintenant une trachée et une stomie permanente, mais il est en quelque sorte vivant. Mon père a 87 ans, il avait un cancer de la prostate, du foie, de l'intestin, du côlon et de la peau. Pour le cancer de la peau, il a subi de nombreuses chirurgies reconstructives. Toute la région du tibia et le dos de ses mains. Chaque année, il doit avoir au moins une lésion cutanée enlevée. Il a eu quelques crises cardiaques, puis un pontage sextuple. Il avait également une grosse pneumonie, un énorme abcès et un petit accident vasculaire cérébral. Son médecin veut le voir tous les 6 mois. Je pense juste pour être étonné qu'il se promène toujours. Patient ici. Quand j'avais 2 ans, j'étais traité pour de l'asthme en raison d'une respiration sifflante, d'une respiration difficile, etc. Une nuit, la situation était particulièrement mauvaise et ma mère m'a emmené aux urgences. Ils m'ont mis face contre terre pour faire un scanner, c'était en 1990, et quand ils ont été faits, ils m'ont retourné et j'étais bleu. J'avais arrêté de respirer. La tomodensitométrie a révélé une masse de la taille d'un ballon de volley dans ma poitrine. La chirurgie d'urgence a révélé ce qui était censé être mon jumeau. Il a continué à grandir à l'intérieur de ma cage thoracique et n'a finalement eu nulle part où aller dans le corps de mon tout petit, alors il a coupé mes voies respiratoires. Il avait des ongles, des cheveux, des appendices. Tout sauf des organes majeurs. J'ai fait un rétablissement complet. J'ai maintenant 31 ans en bonne santé. 0 asthme. Le seul vestige de cette nuit est une cicatrice qui va du centre de ma poitrine au centre de mon dos. Quelques photos de moi avant et après les chirurgies du cerveau étaient en première page à cette époque de l'année dernière. Le taux de mortalité pour les hématomes sous-durose aigus est de 50 à 90%. Parmi ceux qui vivent, environ 20 à 30% retrouvent un fonctionnement cérébral quelconque. En raison de l'hématome sous-dural, le saignement dans mon crâne était si grave que j'ai également eu une hernie crânienne. Mon cerveau s'est incliné de 5 mm, ce qui a entraîné la compression de mon tronc cérébral dans ma moelle épinière. Que je n'ai pas seulement vécu, mais que je me suis réveillé et que je me sois suffisamment rétabli pour retourner au travail, me marier, voyager dans le monde, revenir physiquement à la ligne de base est un miracle médical pur et simple. Je suis toujours en contact avec le neurochirurgien qui était de garde à l'hôpital ce jour-là, et il dit la même chose. Ma mère est médecin. Je lui ai posé des questions à ce sujet quand il est apparu sur Reddit. Lorsque ma mère était dans son cycle d'urgence pendant son stage, un homme avec des policiers derrière lui est venu aux urgences. L'homme allait parfaitement bien et marchait, alors ma mère et ses collègues étaient confus. Les agents leur ont montré une photo d'un morceau de métal froissé, qui était une voiture. Cela ne ressemblait pas du tout à une voiture, juste une poubelle en métal. Les agents ont dit à ma mère et à ses collègues qu'ils avaient sauvé le patient de la voiture, qui avait pris feu quelques secondes seulement après l'avoir secouru. Le patient n'avait pas une seule cicatrice sur lui, allait parfaitement bien et a obtenu son nom à l'hôpital pour être « immortel ». Actuellement en résidence, mais c'était un patient que j'ai vu à l'école de médecine. Celui-ci a plus à voir avec les antécédents médicaux d'un patient que quoi que ce soit de grave. Avait un patient dans l'un de mes stages de médecine interne qui a été admis pour une chirurgie de la hanche qui était l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais rencontrées. Son opération était assez courante et il n'y a pas eu de complications. Dans ses antécédents médicaux, on lui a diagnostiqué un cancer de l'endomètre de stade 4 qui s'était propagé à son cerveau. Apparemment, elle avait subi une chimiothérapie, une radiothérapie, une résection de la tumeur primaire et une intervention chirurgicale pour enlever le cerveau rencontré. Elle est restée sans cancer depuis cette période. Le fait qu'elle ait subi toute cette épreuve et qu'elle semble être en grande partie en bonne santé et en rémission de son cancer m'a vraiment époustouflé. Un gars, maintenant décédé, qui avait un cancer du poumon incurable suite à une exposition à l'agent orange pendant le service d'infanterie au Vietnam et sa femme était décédée récemment. Cancer. La femme est décédée. Guy était plutôt positif à moitié plein de chimio compte tenu du double coup dur.
Je lui ai demandé comment il avait réussi à garder les choses positives. Il a dit qu'il retournait à la base avec quelques jours de son enrôlement. Le pilote recrue a une sorte de panne mécanique dans son UI. Ils descendent, et non le type d'atterrissage contrôlé non plus. Il suppose qu'il est sur le point de mourir, dit que tout est devenu très lent, vraiment brillant et qu'un sentiment d'acceptation et de paix l'a submergé. La recrue en retire un au dernier moment, atterrit son oiseau sans faire de victime. Le patient m'a dit qu'il pensait qu'il aurait dû mourir ce jour-là, et chaque jour depuis était un cadeau complet. Peut-être qu'être en vie a beaucoup à voir avec l'attitude. Obligatoire, pas un médecin, mais mon père l'est et il aimait nous parler de la merde folle qu'il a vue. Ce poste m'a fait penser à l'un de ceux-là en particulier. Un gars énorme, de construction secondaire, est entré dans le service de traumatologie avec une blessure par balle au centre de la poitrine. Il pouvait bien respirer et il avait un pouls. Ils ont donc fait une radiographie thoracique et ont constaté que la balle avait dépensé toute son énergie à travers le sternum de ce gars et reposait juste sur son péricarde. J'ai un patient en soins palliatifs qui est à notre service depuis 4 ans. Soit je suis vraiment génial en hospice, soit vraiment mauvais. Le médecin de mon père ne pouvait pas croire A, qu'il n'avait pas besoin de s'amputer les pieds et B, il était toujours en vie. Papa avait un diabète fragile. Son pancréas entrait et sortait en raison d'une déformation congénitale. À 82 ans, il avait des problèmes cardiaques importants, notamment une angine de poitrine hypertrophiée et des artères obstruées. Un jour, ses pieds sont devenus noirs. Pas seulement bleuâtres ou gris. Noirs comme du charbon de bois, se sont précipités vers l'urgence. On nous a dit qu'ils allaient amputer, mais, pour faire nos adieux. Papa a refusé la chirurgie. Il a dit qu'il préférait être mort, à son âge. Quelques heures plus tard, ses pieds étaient roses. Nous l'avons ramené à la maison ce matin-là. Le docteur s'est excusé de nous avoir dérangés, mais a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel.